Demain, t'es nommé au gouvernement, c'est quoi la première mesure que tu mets en place pour taper un grand coup dans la fourmilière ? Tout simplement, déjà, les questions d'éducation et de sensibilisation sont très importantes. Et pas seulement sur l'utilisation du numérique, mais sur la question des discriminations en général. Parce que ce qui permet la commission de cyberviolence, c'est pas tant les outils numériques, ça va les faciliter bien sûr, ou comme le disent souvent les pouvoirs publics, les questions d'anonymat, que la déshumanisation d'une population. C'est parce qu'on déshumanise la personne qui est en face de soi qu'on va pouvoir commettre des violences à son encontre. Ça, il y a beaucoup d'études en psychologie sociale qui montrent ça. Et donc déjà, combattre véritablement les discriminations, lutter et œuvrer pour plus de justice sociale, c'est vraiment ce qui permettra de combattre ces cyberviolences à la racine. Ryle, mon amour, promis, j'ai jamais eu l'intention de voir, je te jure. Non, Lily, arrête. S'il te plaît, je te jure, chérie, s'il te plaît, crois-moi. Mon m'avais amour, promis. je te jure, je savais pas que tu viendrais. Dis que tu me crois, s'il te plaît. Arrête. Écoute-moi, s'il te plaît. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Trench Tech, let's go! Salut, c'est Mick Lévy au micro, accompagné de l'inénarrable Cyril Chaudoir. Oh là là, salut Mick, salut à tous. Salut Cyril. Bon écoute Cyril, là, il faut être prêt, je veux t'avertir tout de suite, on va ouvrir un gros sujet qui n'est pas des plus rigolos pour cet épisode. Bah moi je suis prêt, mais en même temps, on n'a pas que des sujets rigolos dans Trench Tech tous les jours non plus. Hein. Oui, j'avoue, mais là tu vas voir, on aborde un sujet assez grave, celui de la cyberviolence et du cyberharcèlement. Ouais, ok, j'ai compris, en effet. Ouais, bon alors écoute, à quel moment ça a dérapé ? C'est ça la vraie question. Le rêve des fondatrices, des fondateurs d'Internet, celui d'un immense terrain de jeu qui abolirait les frontières, permettrait de partager librement la connaissance, d'étendre le champ du relationnel. Tout a glissé entre deux mêmes rigolos, 3 recettes de pâte carbo. Cette extension relationnelle a aussi embarqué tous les pires aspects de l'humanité. Ouais, je confirme, la violence fait aussi partie de ton package là. Ouais, c'est bien ça. Et pour les personnes exposées, ça peut être un torrent d'insultes, de menaces, de vidéos qui circulent contre leur gré, de messages reçus à minuit, 2h, 4h du matin, des centaines, parfois des milliers. Et pour ceux qui se disent « ça va, ça reste derrière un écran hein, », et ben sachez que pour les victimes, l'écran n'est pas un bouclier. C'est une fenêtre entrouverte par laquelle la haine les suit partout, s'invite dans leur chambre, dans leur lit, dans leur tête. Les conséquences sont lourdes, perte de confiance, isolement, phobie scolaire quand c'est pour nos enfants, parfois même passage à l'acte dramatique. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet frontalement dans un épisode choc. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous une invitée qui combat chaque jour contre ce sujet. C'est Laura Salmona. Bonjour Laura. Laure. Mais Laure. Oh, mais Laure Salmona. Bonjour Laure. Bonjour, beaucoup de personnes font l'erreur. C'est vrai ? Bonjour. Oh là là, j'ai pas été meilleur que les autres. Mick, je pense que c'est parce qu'on a une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Laura Siboni et je pense que tu fais c'est gentil, tu me trouves une excuse. Oui, je suis comme ça. Bon Laure, on peut se tutoyer du coup maintenant qu'on s'est pris les pieds dans le tapis sur ton prénom. Oui. Bon, génial. Écoute, je fais rapidement les présentations. Tu es donc la directrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement que tu as cofondée en 2016. Tu es une militante féministe, experte des cyberviolences de genre. Tu as notamment publié 2 ouvrages sur le sujet, les 2 aux éditions Le Cavalier Bleu. Politiser les cyberviolences, une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet que tu nous montres à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui est donc paru en 2023. Et tu as aussi sorti plus récemment en 2025 15 idées reçues sur les cyberviolences et le cyberharcèlement que tu nous montres aussi à l'écran. Nous ne les avons pas en physique, on les aurait bien montrés à ta place, mais là c'est parfait, c'est encore mieux. J'ai tout bon sur ta bio déjà ? C'est parfait. Bon, génial. On va dresser d'abord ensemble un état des lieux de la cyberviolence avant de découvrir comment on pourrait résoudre ce sujet qui est finalement éminemment politique. Et avec tout ça, on prendra une respiration bienvenue avec l'ami Louis de Diesbach et sa tech entre les lignes. Allez, c'est parti pour le grand entretien. Cyberviolence, on dresse l'état des lieux. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bien, Laure, pour dresser un état des lieux de la cyberviolence, il va peut-être falloir être un peu scolaire, je m'en excuse, mais
juste redéfinir un petit peu les termes et surtout que tu nous aides à y voir clair s'il existe une forme de nomenclature dans ces cyberviolences, parce qu'on a entendu parler, en tout cas Mick a évoqué beaucoup le cyberharcèlement. Alors, cyberviolence, quelle définition tu as envie de donner ? Et puis juste après, est-ce qu'il y a des tiroirs dans lesquels ranger un certain nombre de formes de cyberviolence différentes les unes des autres ? Alors, je dirais que c'est assez vaste. Souvent, on a tendance à associer cyberviolence directement avec le cyberharcèlement, mais le cyberharcèlement, c'est vraiment une forme de cyberviolence. On peut dire que les cyberviolences, ça va être toutes les violences qui vont être facilitées par la technologie et par les outils numériques, ou qui vont se produire sur tous les outils de communication numérique qu'on connaît, que ce soit les systèmes de messagerie, les plateformes, mais aussi bien sûr des dispositifs comme les objets connectés auxquels on peut moins souvent penser. Comment ça marche avec les objets connectés ? Peut-être juste déjà un exemple concret. Tu penses à quoi comme objet connecté ? C'est une webcam ? C'est quoi ? Eh bien, par exemple, oui, les webcams ou la domotique. Par exemple, dans le cas des cyberviolences au sein du couple, il y a des auteurs de cyberviolences, des hommes violents, qui vont carrément en fait piloter à distance le système domotique d'une maison pour faire croire soit à la victime qu'elle devient folle, soit que la maison est hantée, par exemple, pour lui faire peur. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent. Il y a aussi le fait, effectivement, d'actionner des caméras à distance. Il y avait eu ce cas dans des locations de vacances type Airbnb où, en fait, des caméras étaient dissimulées et filmaient les locataires, la plupart du temps des femmes, dans des espaces comme la chambre ou la salle de bain. Assez privé. Et juste pour revenir 2 secondes sur la domotique, c'est juste pour être sûr de bien comprendre. Donc, il y a des gens qui pilotent à distance, par exemple, l'extinction des lumières, des volets, ce genre de choses, c'est ça ? Juste pour faire comme si on était... Enfin, pour faire peur, quoi. Exactement. En gros. Ouais, ou j'imagine pour séquestrer les serrures connectées, par exemple, tu peux enfermer la personne. Ah ouais, là tu vas carrément loin. Ouais, non mais c'est vrai. Moi aussi. Ah ouais, putain. Je sens qu'on va en apprendre. On va sur découvrir cet 2-3 épisode, trucs. des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Peut-être avant de continuer dans le détail de la cyberviolence, il faut qu'on comprenne aussi ton cadre d'action. C'est quoi Féministes contre le cyberharcèlement ? Pourquoi tu as créé cette association ? Tu l'as cofondée. C'était quoi l'intention de départ ? Un déclic. Et finalement, quelle est votre action au sein de cette association ? Oui, alors en fait, c'est vraiment en réaction à des violences qui avaient lieu à l'époque sur Twitter. À l'époque, X s'appelait Twitter. Et il y avait vraiment des comptes qui construisaient leur influence en faisant de la diffusion non consentie de contenu intime. Et cette diffusion, elle touchait aussi des jeunes filles qui étaient mineures. La plus jeune avait 13 ans, si je me souviens bien. Et elles étaient issues de banlieue, toutes racisées. Et Twitter refusait de retirer ces contenus pour ne pas contrevenir à la liberté d'expression. Nous, on signalait, et en fait, Twitter disait que ça ne posait pas de problème vis-à-vis des standards de la communauté. De modération. C'est l'époque aussi où il y avait de la pornographie sur Twitter. Il y en a de nouveau, mais sur X. Oui. Mais, et du coup, on a décidé de s'organiser en ligne pour signaler avec plein d'autres femmes, surtout des jeunes femmes. Et on a lancé un hashtag, c'était la grande époque des hashtags, un hashtag qui s'appelait Twitter Against Women. Et très très vite, en fait, énormément de femmes ont témoigné sous ce hashtag des violences en ligne qu'elles avaient pu subir ou qu'elles subissaient. Et ça a vraiment permis une prise de conscience médiatique que finalement, les violences en ligne, c'était pas seulement quelque chose qui touchait que les enfants dans un cadre scolaire, parce que c'était un peu la vision biaisée que pouvait en avoir le grand public et les médias. C'est souvent à ça qu'on pense en premier, en effet. Ouais. Voilà. Mais qu'il y avait une vraie dimension systémique et genrée, de la même manière qu'il peut y avoir en fait du harcèlement de rue dans l'espace public qui va viser les femmes. Eh bien, dans l'espace numérique, il y avait aussi ces cyberviolences, ce cyberharcèlement qui touchait et qui touche toujours une grande majorité, une grande partie des femmes. Et du coup, dans l'association, vous faites quoi ? Quels sont vos leviers d'action contre ça ? Alors, on fait beaucoup de choses dans l'association. On a accompagné les victimes pendant un temps, mais on a arrêté en 2019, faute de moyens humains et financiers. Et il y avait trop de demandes. Mais, on y reviendra sur l'accompagnement des victimes, d'ailleurs. On fait beaucoup d'informations, de sensibilisation, de formation des professionnels aussi, sur la question des cyberviolences, de recherche et des actions de plaidoyer.
les professionnels, juste pour comprendre, quel type de professionnels? Ceux qui sont déjà dans l'accompagnement de victimes, ou c'est en entreprise, ou Alors, c'est ça qui? peut être du personnel associatif, ça peut être des professionnels de la police, de la justice, ça peut être du personnel éducatif, mais aussi, bah oui, effectivement, on a fait des formations dans des entreprises en matière de droit du travail et de prévention des Hmm. cyberviolences. Donc, c'est vraiment tout type Oui. de public. Parce que peut-être que l'entreprise, d'ailleurs, est un terrain qui favorise des cyberviolences, peut-être en dehors du boulot, comme à l'école, ça se passe aussi en dehors des heures d'école, ou pas? Alors oui, ça peut se passer tout à fait en dehors des heures de travail. En fait, il y a vraiment une spécificité des cyberviolences, c'est qu'elles n'ont pas de limite ni dans l'espace ni dans le temps. Contrairement à des violences comme du harcèlement en présentiel, il n'y a pas de répit possible pour les victimes, malheureusement. C'est-à-dire qu'elles rentrent chez elles le soir, elles partent en vacances, elles déménagent, et les cyberviolences, elles peuvent continuer. Ouais. Et du coup, ça, on peut le retrouver en milieu scolaire, on peut le retrouver aussi en milieu professionnel. Et souvent, les cyberviolences restent encore un impensé dans le monde du travail. Il y a pas assez de prise de mesures de prévention de la part des employeurs pour protéger leurs employés, alors qu'ils Alors doivent que... assurer la Eh oui. sécurité. Ils ont une obligation de moyens et de résultats pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. D'autant que bon, les notions de harcèlement moral ont mis du temps à arriver, mais sont quand même très présentes dans l'entreprise. Désormais, en tout cas, on sait en parler, on sait accompagner, on sait prévenir également. Donc là, on voit qu'il y a encore une marche à franchir, juste parce que, entre guillemets, c'est cyber et que ça peut se passer derrière un écran, comme le disait Mick. J'aimerais juste qu'on revienne 2 secondes pour qu'on donne bien le périmètre, peut-être des chiffres, qu'on comprenne un petit peu combien de personnes ça touche en France aujourd'hui, et peut-être les mettre en perspective de chiffres internationaux, je ne sais pas. Et puis, encore une fois, cette diversité de violences, parce que pour avoir un petit peu regardé avant cet épisode, je suis tombé sur un lexique qui est très fourni, très anglophone d'ailleurs, et j'ai besoin quand même que tu nous expliques deux, trois trucs, le doxing, le stalking, la sextorsion, les raids numériques, souvent via les incels, etc. Bon bref, là je parle chinois pour un bon paquet de personnes, il va falloir que tu nous expliques tout ça. Donc peut-être commençons par au moins un chiffre, c'est quoi la proportion aujourd'hui en France de victimes de cyberviolence, et après plus particulièrement chez les femmes? Alors, les cyberviolences, vraiment, c'est un phénomène massif. Avec Féministes contre le cyberharcèlement, on a fait une enquête auprès d'un panel représentatif de la population française avec l'Institut de sondage Ipsos. Et le résultat, c'était que un ou une Française sur 4 avait déjà subi au moins un acte de cyberviolence. Wow. 1 sur 4, c'est énorme. C'est énorme. Et parmi ces 1 sur 4, en fait, il y a des populations qui vont être davantage touchées, notamment les femmes. Être une femme, occuper l'espace numérique, en fait, c'est déjà vu, c'est déjà une forme de subversion. Si vous prenez des créatrices de contenu, des lycéennes, des militantes, des femmes politiques, des journalistes, des gameuses dans une pièce, vous les lancez sur le sujet des cyberviolences, elles vont toutes avoir des anecdotes à raconter, des violences à énumérer. Donc c'est vraiment une expérience qui est communément partagée par les femmes en ligne. Et ça, c'est parce que les cyberviolences, elles s'inscrivent dans des rapports de domination. Elles viennent pas de nulle part. L'espace numérique, il est le reflet de la société. Et donc certaines populations, comme bien sûr les femmes et les filles, mais aussi les groupes minorés, vont être particulièrement ciblés par les cyberviolences. Et c'est ainsi qu'on a pu voir que 71% de personnes qui se disaient racisées, 78% de personnes issues de minorités religieuses, 85% de personnes LGBTIQ+, avaient subi de la cyberviolence en France, contre, je le rappelle, 41% de la population générale. Oui, donc on voit bien quand même comment dire, qui ça touche prioritairement. Là, les chiffres sont absolument colossaux. Donc on revient finalement sur les minorités, et on va dire les minorités visibles. C'est ça, quand on dit les personnes qui se disent racisées, c'est ça aussi. Oui. Après, c'est... Non, dis-moi si c'est pas exactement ça. Je te tends la perche justement pour éventuellement me corriger. Non, mais on peut avoir ce qu'on appelle un white passing, c'est-à-dire que par exemple, on peut avoir un parent noir et être soi-même en fait racisé, mais par exemple par son nom de famille,
ou par son prénom, par le biais de son D'accord. prénom, mais pas forcément avoir la couleur de peau. Enfin, on peut avoir une couleur de peau blanche et être quand même racisé. Oui. Et D'accord, ça ouais. peut être lié à d'autres facteurs. En fait, Oui, c'est-à-dire les critères de visibilité peuvent être assez nombreux, quoi. Ouais. oui, C'est pas que la couleur de peau. c'est un processus, sociologique en fait, le processus Ouais, ouais. de racisation. Et les femmes, alors, est-ce qu'elles sont particulièrement touchées par ces cyberviolences ou pas plus que les hommes? Alors les femmes sont Est-ce qu'il y a des particulièrement chiffres là-dessus? touchées. On retrouve 84% de femmes parmi les victimes de cyberviolences. Et on retrouve aussi au niveau mondial une proportion de 85% des femmes qui disent avoir déjà subi de la cyberviolence. Du coup, tu viens de dire un truc important, c'est que derrière les écrans, et donc dans le numérique et dans le cyber, on va dire, il y a une forme presque d'extension de ce qui se passe dans le monde réel, mais est-ce que c'est un espace qui est, comment dire, plus propice justement à ces violences, parce que précisément, on ne sait pas vraiment qui est derrière l'écran, quand on est planqué derrière un pseudo, etc. Ou parce que l'outil permet justement une forme d'affluence et de cristallisation de toutes ces haines. Comment on l'explique? Est-ce qu'en gros, on vit ça dans les mêmes proportions dans la vraie vie, enfin dans le monde in real life, comme on dit? Alors, j'aime pas tellement ces expressions dans la vraie vie parce qu'aujourd'hui, vraiment, le hors-ligne et le en-ligne sont tellement entrelacés qu'on peut plus vraiment différencier ce qui serait de l'ordre de... Bon, alors dans le monde analogique, dans l'analogique, On peut parler de monde tangible. Mais effectivement, enfin, comme je disais, vraiment, l'espace numérique, c'est le reflet de la société. Et c'est pour ça que le sexisme, le racisme, le validisme, les LGBTIQ-phobies, elles sont encodées dans l'espace numérique et dans les technologies que nous utilisons. Je m'explique. On va retrouver 80 à 90% d'hommes parmi les personnes qui développent ces plateformes et ces technologies. Et donc, ça va être des espaces qui vont être créés à l'image de leurs créateurs et qui vont pas être inclusifs ou adaptés à des utilisations par des internautes discriminés ou vulnérables, parce qu'ils ont été fabriqués par des personnes qui sont souvent très privilégiées, sont souvent des hommes blancs avec un haut niveau d'éducation, et qui vont pas penser à plein de problématiques que pourraient rencontrer les internautes. Par exemple, les hommes ne subissent pas de harcèlement de rue dans l'espace public. Et donc, ils vont pas forcément penser à ce facteur-là lorsqu'ils vont créer des espaces numériques. Et du coup, ces espaces numériques ne seront pas pensés pour éviter cette forme de harcèlement des femmes. Ouais. Bon, on avait eu un exemple dans un épisode précédent où on nous avait expliqué que le design du premier iPhone n'avait pas été pensé pour la main des femmes, justement, et on a plein d'exemples, low-tech et high-tech d'ailleurs. C'est par design. Hein. Ouais, c'est by design, et notamment quand il y a eu le buzz immense autour du métaverse, qui a fait un peu flop, on est d'accord. Il y avait pas mal de harcèlement. On avait eu une chronique de Laurent Guérin là-dessus, sur le harcèlement, non pas de rue, mais là, pour le coup, dans l'extension numérique des territoires, dans un monde virtuel, dans le métaverse. Et pour le coup, ils avaient créé après coup des safe zones, etc. Mais du coup, on voit bien qu'à chaque fois, puisque ce sont des hommes blancs, etc., qui créent, by design, ils ne pensent pas à ces phénomènes-là parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes concernés. C'est juste, en gros, entre guillemets, des gros guillemets, un oubli de leur part, une méconnaissance de leur part, ou ça tient quand même d'une forme d'idéologie un peu mascu, non. En fait, c'est lié... c'est lié à une société sexiste, tout simplement. Mais ça, on va le retrouver aussi dans la médecine, on va le retrouver dans l'urbanisme. C'est pas que la tech. Et effectivement, il y a l'iPhone, il y a, pour donner un autre exemple de violence au sein du couple, quand les AirTags, donc ces petits traceurs GPS, ont été conçus, on n'a pas pensé, leurs concepteurs n'ont pas pensé qu'ils allaient pouvoir être utilisés par des agresseurs pour être glissés dans une poussette, dans un sac, dans une voiture, et pouvoir suivre à la trace une femme. Souvent victime de violence de la part de son partenaire ou de son ex-partenaire. Justement, alors, quel est le portrait robot des agresseurs, des cyberagresseurs, on pourrait dire? Est-ce qu'il y en a un d'abord de portrait robot? Alors, ce sont des hommes. Dans 74% des cas, les auteurs de cyberviolence, on retrouve des hommes parmi les auteurs de cyberviolence. Je dis on retrouve des hommes parce qu'il y a aussi les raids de cyberharcèlement
où on va parfois trouver plusieurs agresseurs en même temps. Mais dans 74% des cas, ce sont des hommes. Ce sont souvent plus des hommes jeunes qui ont beaucoup de comptes sur différentes plateformes, mais un peu comme dans toutes les violences sexistes et sexuelles, finalement, on va retrouver toutes les tranches d'âge, on va retrouver des auteurs de violences dans toutes les couches de la société, et aussi bien un homme de 50 ans qui va harceler les femmes sur LinkedIn qu'un jeune gamer qui va harceler des streameuses sur Twitch, quoi. Ouais, c'est pas que le fait de nerds boutonneux qui n'arrivent pas à sortir avec les nanas, parce que j'avais lu que dans le mouvement incel, il y avait un mec assez connu qui avait dit, alors je sais plus, puis on s'en fiche de son nom, mais If I can't have you, I will destroy you. Donc c'est un peu une forme de philosophie. Promesse. Pardon ? Une belle promesse. Ouais, mais c'est-à-dire, tu sens toute la frustration du mec. Voilà, donc on n'est pas que sur un profil type, tu nous le dis, c'est représentatif de la société française, ou en tout cas, peu importe, d'une population, mais plutôt chez les hommes. Oui, alors là, la citation, c'est Elliot Rodger, qui a commis une tuerie de masse à Illa Vita en 2014. Et donc, heureusement, tous les cyberharceleurs ne commettent pas des tueries de masse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement banalisé et qui n'est pas forcément considéré comme de la violence, qui est normalisé comme pouvait l'être le harcèlement de rue, en fait. Il a fallu des années avant d'avoir juste une façon de nommer ça. Avant, on n'en parlait pas, en fait. C'était juste considéré comme une expérience normale, un passage obligatoire quand on était une femme dans l'espace public. Et là, c'est un peu le même cas avec les cyberviolences. C'est-à-dire que avant l'avènement des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Twitter, etc., le Web 2.0, c'était surtout des forums. Et il y avait une modération qui était assurée par les internautes, en fait, qui était autogérée et assurée par les internautes. Et quand on a eu, avec des règles de modération, des bannissements, etc., et quand les réseaux sociaux sont arrivés, en fait, tout ça a disparu. Toute cette auto-organisation des internautes, elle a disparu au profit d'espaces qui étaient en fait déjà très construits et qui proposaient des fonctionnalités clés en main, on va dire. Et du coup, pendant plus d'une décennie, ça a totalement normalisé les violences. Parce qu'il y avait pas de modération, il n'y avait pas d'outils pour signaler. Pour vous donner un exemple, il a fallu attendre 7 ans après la création de Twitter, soit en 2013, pour qu'apparaisse un bouton permettant de signaler les contenus malveillants. Donc pendant 7 ans, on pouvait dire n'importe quoi, il n'y avait pas de possibilité. Et qui eux-mêmes, une fois ces boutons étant là, avaient une très faible efficacité. On l'a vu avec un autre invité il y a quelques temps. Oui, et qui sont parfois comme une tannée. Là, récemment, j'ai signalé un contenu sur Instagram. Bon, c'est la mode des deepfakes avec l'IA où on prend des personnes racisées et on les représente par des gorilles et on leur fait dire des horreurs. La procédure est hyper longue, hyper relou en fait. Un effet pour mettre en avant. Exactement. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu des victimes. On arrive un peu sur la fin de cette première séquence. Mais comment les victimes sont prises en charge finalement et quel est le rôle des plateformes qui ont été mises en place par l'État ? Je pense à Pharos, je pense au 3018, à e-enfance, à cybermalveillance, pas facile à dire, .gouv.fr. Il y en a peut-être d'autres que j'ai ratés. Voilà. Comment fonctionne cette prise en charge ? Alors, elle est quasiment inexistante, cette prise en charge. Aujourd'hui, il y a donc une plateforme qui existe d'accompagnement des victimes qui est le 3018, qui est destinée aux mineurs ou aux jeunes, on va dire jusqu'à 25 ans. Il n'existe pas de plateforme pour les adultes. Il y a bien la PNAV, mais en fait, c'est une plateforme du ministère de l'Intérieur qui permet en fait de préparer son dépôt de plainte et éventuellement d'être orienté vers un accompagnement et qui concerne toutes les violences faites aux personnes. Donc, c'est pas forcément spécialisé sur les questions numériques. Cybermalveillance, du coup, .gouv.fr. Alors, cybermalveillance.gouv.fr, ça concerne plus tout ce qui est attaques sur les sites, escroqueries, et ça propose des fonctionnalités payantes aux entreprises. Ah, donc on est vraiment dans autre chose. Oui. Donc du coup, les victimes peuvent être prises en charge ou il n'y a pas de solution pour elles finalement ?
Alors aujourd'hui, si on est une victime adulte de cyberviolence, il y a très peu de solutions malheureusement. Donc Pharos, c'est juste une plateforme de signalement de De contenu signalement, ouais. malveillant, manifestement illicite. Le problème de Pharos, c'est qu'ils sont pas beaucoup, ils reçoivent énormément de signalements et du coup, en priorité, ils traitent les signalements sur la pédocriminalité et le terrorisme. Et tout ce qui est discours de haine, par exemple, en fait, ça passe un peu à l'as. Malheureusement, ils n'ont Ça pas attrape. assez de moyens humains, Ouais. pas assez de ressources. Et aujourd'hui, non, il y a quasiment rien. Il y a l'association Stop Ficha qui propose un accompagnement juridique et psy pour les femmes victimes de cyberviolences sexuelles et sexistes. Il y a En Avant Toutes qui propose un chat qui s'appelle Comment on s'aime pour les jeunes femmes victimes de violences au sein du couple, dont les cyberviolences. On peut aussi appeler le 3919. Il y a France Victime, qui est une plateforme, quand on est victime d'un... T'es en train de dire, il y a Peut-être plein que finalement, de il y en a trop. dispositifs, mais aucun qui prend vraiment en charge, quoi. C'est ça que tu nous dis. Voilà, et tout le monde C'est très découpé, se repasse d'abord. un peu la balle. Et donc c'est un peu compliqué. Il y a aussi, je voulais citer aussi l'association Point de Contact qui permet de signaler des contenus, un peu comme Pharos, sauf que c'est anonyme. Bon, on entend quand même qu'il y a pas mal de couches pour signaler, mais que derrière, c'est hyper difficile de tracer l'accompagnement, la prise en charge. On verra tout à l'heure aussi concrètement que dit la jurisprudence. Je relève un chiffre, là, 160 000 prises de contact traitées par le 30-18 en 2024, dont plus de 67% qui concernaient des sextorsions versus l'année précédente. Justement, pour éviter d'être totalement frustré moi-même avant qu'on passe à la chronique, j'aurais bien aimé que tu nous donnes la définition de au moins 2 actes de malveillance rapidement. C'est quoi le doxing ? Tu nous avais parlé du doxing. Bon, tu as évoqué les raids numériques tout à l'heure, mais peut-être le doxing est un autre cas de figure. Pour prendre quelques repères dans les grands mots-clés qu'on entend. C'est ça. Alors, le doxing, c'est de la diffusion non consentie de données à caractère personnel, souvent sensibles, comme un numéro de téléphone, comme une adresse, comme l'orientation sexuelle aussi. Donc, il y a une volonté manifeste de nuire en publiant ce type de données, et ça peut parfois conduire à des actes de violence dans le monde tangible. D'ailleurs, dans 72% des cas, les cyberviolences se poursuivent en présentiel. D'accord. J'ai entendu parler aussi de slut shaming, par exemple. Slut shaming ou body shaming. Alors, bon, ça, c'est pas une cyberviolence. Le slut shaming, c'est vraiment le fait d'humilier une femme en lien avec soit sa manière, son attitude, sa vie sexuelle. Et ça, c'est pas une cyberviolence. Si je le fais sur un forum ou sur, je sais pas moi, sur Insta, dans un commentaire. Si c'est par le biais des outils numériques, ça devient une cyberviolence, mais vous pouvez le faire dans la vie et dans le monde. D'accord, ça existait avant le cyber. D'accord, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, bon, il y a plein de mots. On vous mettra peut-être une liste sur l'épisode sur notre site parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a des choses. Franchement, on tombe de sa chaise. Des choses marquantes. Ouais, et bien du coup, on va pouvoir passer à la chronique de Louis Didiesbach, la tech entre les lignes. La tech entre les lignes. Alors qu'on essaye chaque jour de rendre la tech toujours plus proche des compétences humaines, aujourd'hui, Louis, tu viens nous parler de créativité. Ouais, avec un article au titre assez évocateur, Creativity and Artificial Intelligence de la chercheuse Margaret Boden, pas très créative dans le titre de son papier, qui est sorti en 1998 dans le journal Artificial Intelligence. Au moins on sait de quoi on parle, enfin je crois. C'est quoi en fait la créativité ? Très bonne question, Greg. Et c'est par là que débute la chercheuse. On sait tous que la créativité, c'est une composante essentielle de l'intelligence humaine et une sorte de challenge pour l'IA. Mais est-ce qu'on peut la définir ? Selon Boden, il y a 3 caractéristiques nécessaires pour qu'une idée soit considérée comme créative. Elle doit être neuve, elle doit être surprenante et elle doit avoir de la valeur, que ce soit par son intérêt, sa beauté, son utilité, etc. D'accord, et donc ça, c'est un challenge pour les machines, c'est ça ? Faut creuser un petit peu. En fait, il y a 3 types de créativité qui impliquent donc des façons différentes de générer des idées. D'abord, tu as la créativité dite combinatoire, puis la créativité exploratoire et enfin la créativité dite transformationnelle. La première, elle consiste en la combinaison improbable d'idées familières, tandis que pour les 2 autres, en fait, il s'agit plutôt de l'extension d'une idée existante. Pour la créativité exploratoire, on va explorer des espaces conceptuels structurés, ce qui nous amène à des idées qui ne sont pas toujours super nouvelles, mais qui sont tout à fait inattendues. Dans la créativité dite transformationnelle, on va un cran plus loin en fait, en explorant de nouvelles dimensions de ces espaces
pour que de nouvelles structures jamais vues auparavant puissent apparaître. Des nouvelles structures qui, avant, semblaient impossibles. T'aurais pas un exemple, histoire de rendre ça un peu plus concret ? Ouais, un peu plus down to earth. Alors, la créativité combinatoire, ce serait par exemple de peindre genre la skyline de New York dans le style de la nuit étoilée de Van Gogh. Comme tu t'en doutes, en fait, les nouvelles IA génératives sont assez fortes pour faire ce genre de truc. La créativité exploratoire et la créativité transformationnelle, elles se ressemblent. Et c'est pas toujours simple de voir quand une idée est d'un côté ou d'un autre. Bowden explique d'ailleurs que l'aspect transformationnel, c'est quand on chamboule profondément les codes, alors que dans l'exploratoire, c'est plutôt de l'ordre de subtiles variations. Par exemple, quand on passe de la photographie de portrait, l'objet premier de la photo, à la photographie artistique, on est plutôt dans de l'exploratoire, c'est une subtile variation du but de la photographie. Ok, mais la transformation alors, elle arrive quand ? Quand tu casses les codes. Par exemple, quand Beethoven écrit la 9e symphonie avec des chœurs, ce qui s'était jamais fait auparavant. Ou que Marcel Duchamp t'explique qu'un urinoir, c'est une œuvre d'art. Ça casse les codes. Et ça, puisque la machine s'efforce de suivre des données d'entraînement passées, c'est par définition en dehors de sa portée, puisqu'elle ne fait que répéter des patterns déjà vus, déjà présents dans notre perception du monde. Donc les machines, elles peuvent pas vraiment faire du neuf pour transformer notre perception du monde. Je sais pas si elles peuvent ou elles peuvent pas. En fait, l'autrice conclut son papier avec cette phrase. L'avènement ultime de la créativité d'une IA, ce serait un programme qui générerait des idées complètement neuves, voire même complètement loufoques, qui, un peu comme l'urinoir de Duchamp, au début nous rendrait perplexes, voire même on les repousserait complètement. Mais ensuite, la machine serait capable de nous persuader que ça a en fait de la valeur et que c'est en fait de l'art. Mais ça, on en est encore vraiment loin. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Louis, c'est toujours rafraîchissant de t'entendre sur cette tech entre les lignes. Bon alors revenons à nos moutons. Il faut pas se mentir, l'ambiance a changé depuis quelque temps sur les plateformes, depuis le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, depuis les sorties masculinistes qu'on entend notamment de Mark Zuckerberg ou autres. Il nous semble que la tonalité risque à venir encore renforcer l'état des lieux que tu nous as décrit jusque-là. Est-ce que tu fais, toi, le même constat ? Et selon toi, quels vont être l'impact, peut-être qu'on en voit déjà d'ailleurs des impacts de ce changement d'ambiance ? Bah là, clairement, en fait, il y a vraiment une forme de backlash, de retour de bâton, qui est aussi lié à la crainte par les plateformes de la nouvelle réglementation européenne, du Digital Services Act, qui on y reviendra. Les plateformes à des amendes qui peuvent être conséquentes, puisqu'elles peuvent s'élever à 6% du chiffre d'affaires des plateformes. Et donc, il y a vraiment une forme de résistance à ça, avec Meta qui annonce de nouvelles politiques de modération qui vont normaliser la désinformation, la haine anti-LGBTIQ+, permettre l'utilisation de termes déshumanisants pour parler des personnes migrantes, par exemple, la fin du fact-checking aussi. Donc, on sent bien que là, il y a vraiment une sorte de radicalisation en fait des plateformes sur ces questions-là. Déjà, la modération était clairement insuffisante, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne va pas en s'améliorant et qu'il n'y a pas vraiment de volonté des plateformes d'améliorer l'expérience des utilisateurs et utilisatrices les plus vulnérables, les plus exposés. Quand on parle de ça, il y a souvent un débat qui revient, qui est celui de l'anonymat en ligne. Alors le terme est en réalité faux, personne n'est anonyme en ligne, c'est plutôt du pseudonymat, c'est-à-dire chacun peut se présenter comme il le souhaite, avec l'avatar, la photo qu'il souhaite, le pseudo qu'il souhaite. Est-ce que selon toi, il faut travailler sur ce sujet de ce pseudonymat en ligne, le lever d'une certaine manière sur les plateformes ? Alors, je pense que c'est un service très important que proposent les plateformes, cet anonymat ou pseudonymat. Alors oui, on peut, si on sait chercher, on peut retrouver l'adresse IP des personnes, qui est une sorte de carte d'identité numérique. Mais les institutions, le gouvernement ont vraiment souvent tendance à accuser l'anonymat et le pseudonymat d'être la cause des cyberviolences, alors que si on se penche un peu sur les chiffres, on voit que c'est 2/3 des cyberviolences sont commises par des individus dont l'identité est connue de la victime. Pour vous donner un exemple, par exemple, Matteo Camiccio
Bertolli, qui était le maire d'une commune en Italie, a fait un appel au viol sur la présidente de la Chambre des députés italienne, Laura Boldrini, avec son nom qui apparaissait. C'est-à-dire qu'en fait, l'impunité, elle est telle que les auteurs de cyberviolence n'hésitent pas à poster des contenus et des propos violents sous leur propre nom. Par ailleurs, le pseudonymat, c'est vraiment une protection contre les violences pour les victimes. Ça va être un outil d'autodéfense. Ça va leur permettre de camoufler leur identité en ligne. Par exemple, 59% des joueuses de jeux vidéo, elles dissimulent le fait qu'elles sont des femmes. Elles dissimulent leur genre en ligne parce que sinon elles seraient victimes de harcèlement sexuel, elles seraient victimes de cyberharcèlement. Donc, et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'exemples là-dedans, dans ce domaine-là. Il y a eu pas mal d'exemples de gameuses qui se sont faites cyberharceler. J'ai oublié son nom, mais il y a une association, les afro-gameuses, qui travaille aussi là-dessus d'ailleurs. Ouais, pas que. Mais que tu penses. non, je pense à une française. Comment il s'appelle, Zerator, c'est pas Zerator, avait pris sa défense. Enfin, bref, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on a un ou deux cas emblématiques que tu peux nous mentionner pour pouvoir comprendre au-delà de comment ça marche. Tu nous l'as expliqué en séquence 1, mais on a vu quand même dans les médias émerger un certain nombre de ces sujets. On y a été exposé, peut-être que pas suffisamment, peut-être qu'on n'y a pas prêté suffisamment attention non plus. Un ou deux cas emblématiques, et pour essayer de comprendre quelles ont été les suites données à ces affaires aussi en termes juridiques. Par exemple, un cas emblématique, c'est quand même la journaliste Nadia Dam qui, dans une chronique, avait accusé les utilisateurs du forum jeuxvideo.com d'être des masculinistes bêtes et méchants, et qui s'étaient retrouvés à subir un raid de cyberharcèlement atroce qui a duré très longtemps. Elle a été obligée de déménager parce que finalement elle avait carrément des personnes qui arrivaient devant son palier ou qui notaient des messages dans son immeuble devant son palier. Elle avait peur pour sa vie, elle a reçu des menaces de viol, elle a vraiment subi un énorme raid de cyberharcèlement, et ça a quand même permis par la manière forte de faire prendre aux médias la mesure de ces violences. Un autre cas qui a vraiment permis en fait d'avoir des analyses dans la presse sur la dimension systémique de ces violences en ligne, c'est quand même le cas de la Ligue du LOL. Tout simplement parce que les personnes qui étaient auteurs et les personnes qui étaient victimes faisaient partie du monde des médias, étaient des journalistes. Il faut peut-être que tu nous rappelles quel est le cas qui se cache derrière ce nom au demeurant sympathique de la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, c'était en 2019, je crois. Alors, l'affaire est sortie en 2019 dans la presse, mais c'est dans les années 2010. En fait, c'était un groupe Facebook qui avait été créé, je crois, par le journaliste Vincent Glade, et qui était un groupe un peu qui se présentait comme un groupe de trolling, en fait, où finalement, il y avait des photomontages qui étaient publiés, toutes sortes d'injures, des raids de cyberharcèlement sur des personnes étaient lancés, mais en fait c'était vraiment présenté comme quelque chose d'assez amusant, la Ligue du LOL. Et en fait, ce qui a été dénoncé en 2019, c'est que finalement les agissements de ces journalistes qui étaient tous quasiment des hommes, il y avait quelques femmes, mais la plupart étaient des hommes, ont finalement écarté des journalistes femmes, des journalistes gays, des rédactions, parce que finalement elles ont été victimes de tant de violences, de tant de cyberharcèlement qu'elles ont préféré sortir de cercles où elles auraient pu faire carrière. Et donc ce sont les gens de la Ligue du LOL qui ont fait carrière et qui n'ont jamais été inquiétés jusqu'en 2019, et d'ailleurs après ils n'ont pas été beaucoup plus inquiétés, ce qui montre que finalement plus on a de privilèges, que ce soit de genre, de race, de classe, et plus nos agissements finalement on va bénéficier d'une certaine impunité pour nos agissements. Justement sur les répercussions, et pour en finir sur ce volet-là, moi j'ai lu qu'après l'affaire Nadia Dam, 2 hommes ont écopé donc de 6 mois avec sursis et dommages et intérêts. Et un 3e a été condamné dans la foulée en 2022 en appel, 5 mois de sursis probatoire et des obligations de soins. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que le cadre juridique en France est suffisamment, clair et les sévère ? sanctions assez fortes, ouais.
Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Le cadre juridique, le cadre législatif, il est pas mal en France. On peut punir la plupart des cyberviolences. On a même une loi qui punit les deepfakes, qui sont des formes de cyberviolence assez récentes. Voilà, le cyberharcèlement, ça peut être entre 2 et 3 ans de prison. Donc le problème, c'est plus l'application de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, au global, c'est 3% des actes de cyberviolence qui vont faire l'objet de poursuites judiciaires. Même pas de condamnation, de poursuites judiciaires. 3%. Pourquoi ? Parce que c'est difficile à prouver ou parce que personne n'ose porter plainte ? Non, c'est pas difficile à prouver. Le cyberharcèlement, vous avez des preuves, vous avez des captures d'écran. Contrairement à d'autres formes de violence, c'est assez simple à prouver. Le problème, déjà, c'est que dans 67% des cas, les policiers et les gendarmes refusent de prendre les plaintes quand les gens vont déposer plainte pour cyberharcèlement. C'est totalement illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils le font 67% refusent. Mais attends, c'est un chiffre énorme. C'est énorme. Pourquoi alors ? Pourquoi ils font ça ? Ça les enquiquine ? C'est quoi le délire ? Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils manquent de moyens humains, parce qu'ils manquent de moyens financiers, que y a cette idée que comme c'est en ligne, c'est moins grave, il y a moins de conséquences. Donc ils font du tri en fait. Ils vont d'abord prendre les plaintes pour des violences physiques par exemple, et laisser de côté les plaintes pour cyberviolence ou cyberharcèlement, parce que ils manquent de moyens humains, ils manquent de formation. Donc, il y a tout ça à gérer. Et puis après, il y a aussi le problème des enquêtes où, même s'ils ont les captures, souvent, les réquisitions qui sont envoyées aux plateformes n'aboutissent pas. Les plateformes ne jouent pas le jeu, en fait, lors des enquêtes. Et donc, ça complique aussi un peu les condamnations. Et tout simplement, c'est le problème de la justice. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, les violences, les atteintes aux biens sont souvent davantage punies que les atteintes aux personnes. Donc, il y a aussi un problème tout simplement social d'accès à la justice sur ces questions-là. Tu parlais des personnes, tu parlais des personnes, oui, tu peux nous en parler, mais tu parlais aussi des plateformes. Et là, si on veut s'attaquer aux plateformes, pour le coup, les règlements se passent au niveau européen et on a donc notamment le DSA, le Digital Services Act, qui, je pense, est le règlement mondial qui nous arme le plus au monde. Est-ce qu'il est suffisant, d'abord, ce règlement ? Et est-ce qu'on arrive à l'appliquer face aux pressions que mettent les Américains ? Il y a eu notamment un tweet de Donald Trump, je crois, la semaine dernière, on enregistre là, début septembre, dans lequel il dit clairement si vous nous attaquez trop nos entreprises, en particulier avec votre DSA, il y aura des représailles économiques sur le numérique utilisé en Europe. Du coup, c'est quoi ? Est-ce que le DSA est un bon règlement et pourquoi on n'arrive pas à bien l'appliquer ? Alors, le DSA est un bon règlement. Il va permettre justement d'obliger les plateformes à protéger les utilisateurs des risques systémiques qu'elles induisent, donc notamment les cyberviolences. En revanche, le problème de l'application, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut mettre des moyens pour faire respecter le règlement. On voit bien que beaucoup de règlements européen ou quelque chose comme par exemple la Convention d'Istanbul pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes, finalement plus de 10 ans après, il est toujours mal appliqué en France. Donc ça prend du temps, il faut une volonté politique. Il faut aussi faire de la sensibilisation, de la communication parce que ces plaintes, il faut qu'elles soient déposées. Donc ça veut dire qu'il faut que des individus, des associations soient en mesure facilement d'aller déposer une plainte auprès du coordinateur des services numériques, donc en France c'est l'Arcom, qui pourra la faire remonter. Et donc du coup c'est une grosse machine. Ça vient, ça fait quand même pas longtemps que le DSA est rentré en vigueur pour l'ensemble des plateformes. À voir comment ça évolue en fait. Alors j'ai une question un peu crue comme ça, mais le débat de la liberté d'expression sur les plateformes derrière lequel elles se planquent comme derrière un rempart face à tout l'inverse, la silenciation. On parle d'invisibilisation de certains groupes minorés. Là, c'est carrément la silenciation. C'est un terme qui revient souvent chez toi quand on discute de ce sujet. Quelle est la part de responsabilité qui incombe à des plateforme en l'espèce, mais à toute personne qui voudrait s'arc-bouter sur la liberté d'expression, mais qui
dans ces dérives, va jusqu'à passer sous silence, alors déjà victimiser des gens et ensuite passer sous silence ces victimes. Alors le problème, c'est un peu de quelle liberté d'expression on parle. La liberté d'expression de qui? L'avantage d'Internet, c'est que ça a permis à toute personne de pouvoir s'exprimer sur des sujets variés sans avoir à passer par des guichets, par le filtre des médias traditionnels. Et donc du coup, ça a permis à énormément de personnes issues de groupes minorés, à énormément de femmes aussi, de s'exprimer sur des sujets qui les concernaient. Ça a permis d'avoir un hashtag comme MeToo. Et donc, ça a permis finalement un meilleur débat démocratique et un élargissement de la liberté d'expression. Mais ce qui se passe avec les dirigeants de ces plateformes, c'est qu'ils veulent maintenir ce que j'appellerais une liberté d'expression des dominants et une liberté d'oppression des femmes et des groupes minorés. Parce que, au final, en laissant avec une modération aussi défaillante, on a par exemple, grâce au rapport de transparence du Digital Services Act, on voit qu'il y a une personne à la modération de Meta francophone pour 250 000 internautes, utilisateuristes francophones. Donc on voit bien que c'est pas comme ça qu'on peut modérer des contenus, suffisamment des contenus. C'est une personne et beaucoup d'IA derrière quand même. Oui, et aussi beaucoup d'IA, mais on sait, il y a des études qui ont montré que la modération automatisée est une mauvaise modération, qu'il y a beaucoup Elle n'est pas aussi efficace. Oui. Hubert était venu nous en parler d'ailleurs. Et on voit bien, par exemple, que quelqu'un d'un peu particulier comme Elon Musk, il a supprimé des fonctionnalités sur X, comme par exemple les space Twitter à l'époque. On avait dit du mal, un journaliste avait dit du mal de lui dans un space Twitter. Il a décidé de supprimer. C'est pas bien ça il faut pas ça. C'est quelle liberté d'expression ça? C'est pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la liberté. C'est se demander où elle commence et où elle termine selon les intérêts de ceux qui veulent l'imposer aux autres. Alors, du coup, c'est quoi Cyril a lâché le terme, mais tu nous l'as pas bien défini parce que c'est un terme qui t'est propre et qui est fort effectivement dans ta bouche, celui de la silenciation des victimes et donc de certains groupes minorés. C'est quoi qu'il y a derrière? Alors, les cyberviolences, elles s'inscrivent dans une logique de domination politique. C'est vraiment, en fait, elles sont utilisées par des personnes qui mènent une forme de guerre de l'information, de bataille des idées sur Internet, qui vise à maintenir les structures de pouvoir et de domination qui existent. Et donc, du coup, elles vont vraiment être utilisées pour intimider, épuiser, réduire au silence certaines franges de la population. Et ça, on le voit notamment, alors non seulement avec bien sûr tout ce qui est raid de cyberharcèlement, aussi les deepfakes, donc ces montages crédibles par voie algorithmique, donc des deepfakes à caractère sexuel ou pornographique qui vont viser des journalistes, tout ça, ou des femmes politiques, tout ça vise à les faire taire véritablement. Ce que tu nous dis, qui me marque là, pour moi c'est un tournant un peu dans ce que tu nous dis, c'est que les cyberviolences s'attaquent à des personnes, parfois personne par personne, ton ex ou ta compagne, dans les exemples que tu nous donnais, mais en fait derrière c'est aussi un projet politique d'asphyxier, d'amener au silence certaines idées ou certaines représentativités de population. C'est ça qui est derrière aussi finalement. Oui, c'est véritablement une guerre de l'information, et au point qu'il y a des agences d'influence en fait qui vont qui vont organiser des raids de cyberharcèlement. Il y a Mediapart qui avait sorti cette affaire où le PSG avait payé une agence pour aller cyberharceler les détracteurs et détractrices de Neymar, et aussi une personne qui l'avait frappé et une jeune femme qui l'accusait de viol. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est un projet véritablement organisé. Ça touche véritablement donc à une logique politique, ce qui m'amène à une question. Qui aujourd'hui dans le paysage politique défend ces sujets et suffisamment? Qui parmi les députés, qui parmi le gouvernement, qui parmi les partis d'opposition? Est-ce que ce sujet est vraiment pris en charge par quelqu'un ou quelques-uns dans les figures politiques qu'on connaît? Alors,
On entend le sujet de la désinformation est quelque chose qui est quand même pas mal, dont on parle beaucoup. Le sujet des cyberviolences, un peu moins. Il y a vraiment aujourd'hui en France un manque de volonté politique sur ces sujets-là. Ou alors il est toujours pris par le prisme de effectivement lever de l'anonymat en ligne, donc plus de surveillance, ou par le prisme aussi des enfants et de la protection des enfants. Mais la question véritablement du débat démocratique en ligne, elle est peu abordée sous l'angle des beaucoup plus sous l'angle de la désinformation. Et aujourd'hui, il y a vraiment un manque de moyens financiers, un manque de budget alloué non seulement à la lutte contre les cyberviolences, mais aussi à l'accompagnement des victimes, à une meilleure orientation des victimes. Tout ça coûte énormément d'argent. Ça coûte pas cher de faire des lois, mais quand elles sont pas appliquées, en fait, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ? Et c'est certainement lié à un manque de médiatisation du sujet. Alors, aussi finalement. Un manque de médiatisation, je sais pas, parce qu'on en parle depuis quelques années, on en parle quand même beaucoup dans les médias, peut-être pas toujours avec le bon prisme d'analyse, je pense. C'est-à-dire que souvent, quand même, très souvent présenté comme des violences interpersonnelles et pas du tout vues comme des violences beaucoup plus systémiques à l'encontre des femmes et des groupes minorés, et aussi politiques visant finalement à faire taire les personnes. Il y a une étude d'Amnesty International qui a montré que c'est 76% des femmes victimes de cyberviolence qui vont s'autocensurer en ligne. Que 3 journalistes femmes sur 4 ont déjà été visées par des cyberviolences. Et donc, on voit bien que finalement, quand on fait partie d'une population qui est visée de façon disproportionnée par ces violences, quand on est une femme, et a fortiori une femme discriminée sur d'autres aspects, une femme noire par exemple, une femme handicapée, une femme lesbienne, on va peut-être avoir plus tendance à s'autocensurer par crainte de subir des cyberviolences. On va finalement se retirer peu à peu du débat démocratique. La liberté d'expression va se réduire comme peau de chagrin. Et finalement, si on n'entend plus ces voix, ça va laisser plus de place à d'autres voix. Et on voit bien qu'aujourd'hui, là, dans les rapports du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, finalement, les contenus créés par des hommes et les contenus masculinistes sont beaucoup plus nombreux en ligne que les contenus créés par des femmes, par exemple. Non seulement ils parlent plus fort, mais en plus, comme tu viens de l'expliquer, si les victimes s'effacent d'elles-mêmes, ça laisse la porte ouverte. Pour finir, j'ai la question 2027 pour toi. Demain, tu es nommé au gouvernement. C'est quoi la première mesure que tu mets en place pour taper un grand coup dans la fourmilière ? Tout simplement, déjà, les questions d'éducation et de sensibilisation sont très importantes. Et pas seulement sur l'utilisation du numérique, mais sur la question des discriminations en général. Parce que ce qui permet la commission de cyberviolence, c'est pas tant les outils numériques, ça va les faciliter bien sûr, ou comme le disent souvent les pouvoirs publics, les questions d'anonymat, que la déshumanisation d'une population. C'est pas parce qu'on déshumanise la personne qui est en face de soi qu'on va pouvoir commettre des violences à son encontre. Ça, il y a beaucoup d'études en psychologie sociale qui montrent ça. Et donc déjà, combattre véritablement les discriminations, lutter et œuvrer pour plus de justice sociale, c'est vraiment ce qui permettra de combattre ces cyberviolences à la racine. Eh bien, écoute, pourvu que tu sois entendu pour 2027, on arrive au terme même de cet entretien, et même avant, ça ferait pas de mal. Laure, merci beaucoup pour cet échange, pour tous les enseignements passionnants que tu nous as livrés. Je rappelle juste tes livres donc en librairie, aux éditions Le Cavalier Bleu, Politiser les cyberviolences, sorti en 2023, mais encore furieusement d'actualité, et 15 idées reçues sur les cyberviolences et le cyberharcèlement, qui lui est sorti plus récemment en 2025 et que tu nous montres à l'écran. Laure, un grand merci pour cet échange. Si vous nous écoutez, restez bien derrière vos écouteurs, derrière vos écrans. C'est l'heure du débrief. Merci Laure, au revoir. Merci. Au revoir Laure. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On avait prévu un épisode choc.
je crois qu'on n'a pas été déçus. Les cas qu'elle nous a donnés en particulier sont un peu glacent le sang, quoi. Ouais, évidemment. Les chiffres glacent le sang. Alors, on rappelle que beaucoup des chiffres qui ont été mentionnés dans cet épisode sont directement issus de l'étude que Laure a mentionnée avec son association et menée avec le cabinet Ipsos, dont on mettra la source, évidemment, sur la page idoine. Les chiffres glacent le sang. Les exemples sont... vraiment, entre guillemets, il faut être imaginatif parce que utiliser un AirTag que tu vas mettre dans le sac ou dans la poussette, etc., à distance, piloter la domotique. Je vais pas dire qu'il faut être taré, mais je le pense. Mais c'est assez dingue. Ouais. Oui, elle donnait aussi le terme de RAID, de cyber-harcèlement ou de cyberviolence. Les termes, déjà, rien qu'eux, sont glaçants. Ouais, c'est complètement guerrier. Ça, pour le coup, j'en avais un peu plus entendu parler parce qu'effectivement, on a évoqué quelques cas emblématiques, notamment Nadia Adam, mais pas uniquement elle. Ces raids qui sont donc coordonnés, c'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a une intention. C'est prémédité, dit autrement. Et donc, moi, ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'on a l'impression que derrière, les répercussions, elles sont difficiles à obtenir. Cet autre chiffre des 67% des plaintes faites pour cyberviolence qui ne sont pas enregistrées, qui est un chiffre aussi de mes recherches, en tout cas de l'étude de l'association de Laure, c'est totalement aberrant. Et on sait que les flics sont débordés et que donc quelque part, ils choisissent entre guillemets leur combat, mais ça pose un vrai problème. Et derrière, l'application des peines. Enfin, en tout cas, 6 mois avec sursis, quand c'est totalement avéré, moi ça me paraît... Dans le cas que tu disais, parce que finalement quand on interroge Laure, elle dit non, on est quand même bien armé d'un point de vue législatif, les sanctions qui sont prévues sont quand même à la hauteur des préjudices, en tout cas ce qu'elle semblait dire, elle s'est pas plainte directement, tu vois. Non, elle s'est pas plainte, effectivement. Non, mais je questionne la chose parce qu'effectivement, tu fais du cyberharcèlement sur une femme qui finit par se suicider. 6 mois avec sursis. Je dis pas que ceux qui ont pris 6 mois avec sursis, c'est après un suicide. Mais bon, c'est je sais pas. J'en appelle aux avocats et aux magistrats. C'est de voir, mais ça, on l'a déjà touché du doigt plusieurs fois dans Trench Tech, que finalement, avec le numérique, on est dans une extension du domaine. Attends, je reprends le terme socialo-tangible, finalement. Elle nous a redressé sur le terme IRL, in real life. On entend beaucoup, et c'est vrai que finalement, les frontières entre le numérique et la vraie vie socialo-tangible, évidemment se brouille, et que le numérique, il rentre partout dans nos vies. Et c'est ça, je pense, qui est aussi la marque du cyberharcèlement. J'ai des cas, moi, de personnes qui reçoivent des centaines de messages par heure. T'as beau être derrière ton écran, t'as beau te dire que c'est dans le monde du numérique, ça t'atteint forcément dans la vraie vie. Ouais, écoute, il y a certains groupes WhatsApp, j'imagine, j'y suis plus, où tu te reçois des centaines de messages par heure. C'est pas forcément du cyberharcèlement, mais blague à part. Tu parles des groupes qu'on a ensemble. mais blague à part, non, ça c'est sur Slack. Mais blague à part, non, je reviens juste 2 secondes. Oui, alors abus de langage, in real life, effectivement, donc c'est plutôt l'extension du monde tangible, analogique, etc. Chaque mot a un sens, on est bien d'accord. Mais je trouve que dans ces sujets-là, il y a aussi il y a un champ lexical qui est très dense, et parfois on prend peut-être aussi des détours pour parler des sujets de façon peut-être un petit peu plus cash, et ça aiderait aussi à y voir plus clair, plus directement. Moi, il y a un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle nous a bien montré quand même qu'il y avait une articulation politique du sujet. On peut penser que ce ne sont que des cas isolés de personnes qui veulent se venger ou avoir un préjudice contre une personne bien particulière, mais en fait derrière ça, il y a tout un projet, je ne sais pas s'il est planifié, mais un volet politique pour silencier, pour mettre sous silence certaines populations, certaines idéologies, certaines personnes, qu'il y ait une moindre représentativité sur le web. Et ça semble non seulement être un effet des cyberviolences, mais ça semble être aussi une des volontés des cyberharceleurs, des cyberattaquants. Ouais, moi, je sais pas, j'ai pas compris que c'était un projet politique porté particulièrement par un groupuscule, mais c'est plausible. Non, sans que ce soit ça. Mais c'est-à-dire qu'elle nous le traduisait davantage comme étant justement le reflet d'une société très masculine, patriarcale, diront certains. Donc là aussi, les mots... Mais on revient au projet des grands de la tech. Quand même. Et on revient c'est cette idéologie-là qui s'exprime encore derrière très fort. Et la notion d'invisibilisation ou de silenciation, moi, me rappelle aussi une forme de désubstantialisation d'un certain nombre de choses, de fragmentation, et ça me rappelle l'épisode sur le technofascisme aussi. French Tech.
Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce douloureux sujet des cyberviolences. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, levez un pouce sur YouTube, laissez-nous des commentaires, partagez sur LinkedIn, sur Instagram, sur votre plateforme préférée, quand bien même on en connaît tous les biais et les mauvais aspects. Comme le disait Gandhi, pour finir sur une parole de paix, la non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal.